Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous écoutiez attentivement le billet d'humeur de Jean-Marc Vittori des Échos, qui est régulièrement dans l'émission, sur le ressenti des Allemands avec cette inflation qui, transitoirement en tout cas, monte, cette épargne qui ne rapporte rien, les comptes bancaires des particuliers qui sont taxés à des niveaux qui ne sont plus les niveaux de multimillionnaires, on l'a vu, 25 000 euros. Une politique budgétaire où ils font plus d'efforts que nous, en même temps ils touchent moins d'argent du plan de relance. Il dit qu'il faut se mettre un petit peu à la place des Allemands et comprendre leurs demandes. Vous en pensez quoi? D'abord, j'ai résumé un petit peu, Jean-Marc Vittori est un remarquable journaliste, donc je l'écoute toujours j'espère qu'un jour vous direz ça de moi. Une grande attention, pas en votre présence. Si vous voulez, par rapport à ce qu'il a dit, je voudrais apporter 2 ou 3 nuances. Bon, première nuance, si les Allemands ont accepté le plan de relance européen, qui en effet est un plan où ils vont toucher très peu d'argent, ils vont toucher un dixième, grosso modo, ce que va toucher l'Italie. Alors qu'ils pèsent à 30% du PIB de la zone euro. Mais c'est parce que les Allemands ont eu extraordinairement peur que le marché unique n'explose au début de la crise sanitaire et qu'à ce moment-là, l'Allemagne allait subir, si le marché unique explosait, un déclin économique massif parce que ses exportations allaient se bloquer. Premier élément. Deuxièmement, il ne faut jamais oublier que l'euro a été au fond une formidable conquête pour les grandes industries allemandes parce que l'euro est évidemment sous-évalué par rapport à ce qu'aurait été un euro Deutschmark. Oui. Et que là aussi, les exportations allemandes... Donc ça leur est bénéfique. Donc ça leur est l'Europe, le marché unique et les zones euro leur sont incroyablement bénéficiaires. Alors l'opinion publique ne le comprend pas nécessairement, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Troisièmement, dans la vie politique allemande telle qu'elle va se développer dans les mois qui viennent, il faut voir que une bonne partie de la CDU a compris cela, que les Verts sont sur une ligne très pro-européenne et en matière budgétaire raisonnable. Très différent de ce qu'on a chez nous. Et les sociaux-démocrates, on ne peut pas comparer les Verts allemands et les Verts français. Je veux dire, c'est un abus de langage. Les Verts allemands sont des libéraux intelligents, cultivés et ouverts, et les Verts français, justement, sont des politiquement un animal politique dont le seul talent est l'autodestruction. Donc les Verts allemands seront au gouvernement. Les sociodémocrates sont sur une ligne beaucoup plus proche de la ligne française. Donc il faut avoir ce panorama à l'esprit. Après, il y a une question qui est qu'est-ce que l'inflation? Je crois que la seule inflation dangereuse, qui en effet pourrait provoquer un engrenage, hausse des taux d'intérêt, ce qui, vu nos conditions d'endettement, est un problème, c'est l'inflation salariale. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Et l'illustration... Ou par point, ou par endroit. Non, il va y avoir Amazon, des blocages, des pénuries de main-d'œuvre, etc. Pourquoi? On peut avoir une opinion là-dessus en regardant justement l'Allemagne avant la crise du Covid. L'Allemagne avant la crise du Covid était en suremploi absolu. Les hausses de salaire dans les grandes entreprises étaient élevées, 4 à 5%. Et néanmoins, il n'y avait pas d'inflation. Pourquoi? Parce que la courroie de transmission que les syndicats exerçaient des secteurs à forte productivité, les grandes entreprises, vers les secteurs de services à basse productivité, où les hausses de salaire ne pouvaient pas être compensées par les hausses de productivité, ne fonctionne plus. Et plus l'économie s'ubérise, moins elle fonctionne. Donc la vraie mesure, c'est si l'inflation salariale redémarre, là on a un vrai problème. Si l'inflation salariale ne redémarre pas, c'est mon scénario. C'est une inflation, c'est une hausse de prix temporaire et d'ajustement. Et il est normal que l'ajustement grince un peu. On sort quand même d'une période de congélation puis d'hibernation, évidemment que la machine se remet en route avec, disons, des frottements. Ouais, et c'est ce qui explique aussi cette petite poussée d'inflation et le fait qu'on sorte de la crise, qu'on a des taux d'intérêt qui remontent un peu partout dans le monde, rien de dramatique. On repasse en territoire positif sur les dettes européennes, hors Allemagne, mais elle est proche de la ligne de flottaison. On sort d'une forme d'anomalie ou pas? Non, mais tant mieux. Je veux dire, il faut que les taux soient très faibles, vu nos endettements, mais positifs, parce que la notion de taux négatif est quand même contraire, tellement contraire au bon sens. C'est quoi? Aucun de nous ne pouvait imaginer ça. Vous allez payer des États
très endettés, non pas pour qu'ils daignent accepter votre monnaie. Ça n'a pas de sens. Bon, donc des taux autour de 0,2, 0,3, 0,5. Donc les taux qui redeviennent positifs sur les dettes souveraines, il vaut mieux qu'ils deviennent positifs. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ne sont jamais devenus négatifs. En Angleterre non plus. Il faut qu'ils deviennent positifs et en espérant qu'ils demeureront, ce que je crois, durablement très faibles. Sinon... Non, mais sinon, on a le droit de se faire peur. Mais sinon, on sait que, vu le niveau de dette à l'échelle de la planète, on ressort de cette crise avec dette publique, privée, ménages, entreprises à un niveau stratosphérique. Très faible aussi longtemps que les banques centrales le décideront. Les banques centrales se sont engagées. La crédibilité est infinie des banques centrales. Oui, parce que la monnaie est une convenance à certains égards. Oui, si les 2 plus grandes banques centrales du monde mènent une politique de création monétaire aussi longtemps qu'il n'y a pas d'inflation, les banques centrales perdent leur crédibilité s'il y a inflation. Tant qu'il n'y a pas d'inflation, elles peuvent faire ce qu'elles salariale. Une inflation qui vient d'une hausse des salaires. Ouais. Voilà, on verra, hein. Les faits trancheront. Oui, d'ici là, j'espère qu'on se sera revus. Bon, priorité absolue, nous dit Bruno Le Maire. Folie avant la présidentielle. On revient sur la France. Lui répond Laurent Berger de la CFDT. On parle de la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a vraiment urgence à mener cette réforme avant l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que le plus urgent à la main, ce n'est pas de se concentrer sur la reprise économique, la sortie de crise ? La reprise économique, elle est là. Donc ce n'est pas la peine de se concentrer dessus. Elle est là, elle est plus rapide qu'on peut l'imaginer. Les chiffres des dernières semaines, depuis la première levée du confinement, avant même l'éclat de joie de demain, c'est-à-dire le retour presque à une vie normale, est impressionnant. Et c'était prévisible. Pas besoin de prendre des mesures d'incitation pour que les 140 milliards qui sont dans les bas de laine sortent. Ils vont sortir. Donc la reprise est là et elle va être extrêmement forte. Apparaît le sujet des retraites, il est patent. Le sujet des retraites, on ne peut pas attendre. Non, il y a le sujet de fond et il y a le calendrier politique. Le sujet de fond, moi, je crois qu'il faut en revenir à des choses simples. Je ne sais pas ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin, mais je pense qu'il était sur cette ligne-là. Il faut commencer par décaler l'âge légal de la retraite. Un totem, ça c'est un truc. Mais un totem. On peut rallonger la durée de cotisation, accélérer. Non, mais il y a des moments où il faut des actes symboliques forts. Surtout qu'il s'est passé quand même dans ce pays quelque chose de dévastateur depuis quelques années, c'est que notre natalité, qui était une exception positive au sein du monde occidental, devient médiocre à son tour. Or, plus la natalité devient médiocre, plus le poids des retraites devient un fardeau insupportable. Après l'âge effectif de départ à la retraite, l'âge effectif dans le privé, on est à 62,8 ans, donc on l'a dépassé cette borne de 62 ans légale. Les gens ne sont pas idiots. Attendez, les gens ne sont pas idiots, mais justement, moi je crois qu'il faut passer de 62 à 64, comme on est passé de 60 à 62. 20 milliards d'euros, ça rapporte 20 milliards. Ça. Non, mais c'est beaucoup, et puis ça entraîne un engrenage. Alors après, il y a une question d'opportunité politique, qui est le fait-on avant l'élection présidentielle ou après ? On peut avoir un débat apaisé avant la présidentielle. Ce qui est quand même curieux, c'est que Laurent Berger intègre, qui est un homme que je respecte infiniment, intègre des facteurs politiques pour dire pas avant la présidentielle. C'est pas ça, en fait, son sujet. C'est encore un instant, monsieur le bourreau. Mais Laurent Berger, qui appartient à ce qu'il y a de plus raisonnable dans le syndicalisme, sait parfaitement qu'il faudra en passer par là. Et puis enfin, il y a une chose qui est claire, c'est que l'immense construction byzantine, biscornue, qui était la réforme à point, bon, ça, pour l'instant, c'est mort. Et heureusement que c'est mort, que ceci est mort. Voilà. Donc après, c'est une décision purement d'opportunité politique. Mais moi, je crois que d'une manière ou d'une autre, les candidats à l'élection présidentielle ne pourront pas se contenter de généralités. Je parle des candidats sérieux. Donc, est-ce que la réforme est votée avant mai, ou est-ce qu'on annonce dans les programmes présidentiels qu'elle le sera au mois de juin? C'est presque secondaire. Mais je ne vois pas comment le président de la République ne pourra pas s'exprimer de façon la plus claire possible. Ouais. Après, on sait aussi que c'est un dossier qui est explosif, qui est inflammable, et on se dit qu'est-ce que certains disent, mais ça pourrait contrarier la reprise économique aussi, d'avoir des gens dans la rue, etc. Non, mais on peut aussi penser l'inverse, c'est-à-dire que une forme de maturité au-delà de la crise, l'état d'esprit des Français après le traumatisme hallucinant qu'on a vécu n'est pas tout à fait le même qu'il
qu'il y a 18 mois et qu'il y a quand même, après une espèce de purge de cet ordre, une forme de conscience collective. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, après ce qu'on a vécu, l'opinion publique suivrait des syndicats qui nous feraient un blocage du pays à travers les moyens d'action qu'ils ont, c'est-à-dire le blocage des transports. Ouais. Après, on sent que le président, à mot couvert, tient à mener cette réforme. C'est aussi, politiquement, un signal important qu'il envoie aussi à l'électorat de droite. On n'est pas dupe non plus. Hein. Non, mais c'est d'abord un signal qu'il envoie aux marchés internationaux qui financent la France, avant l'électorat de droite. Vous ne pouvez pas aspirer à gouverner 5 ans de plus ce pays sans aborder ce sujet. Donc, que le vote ait lieu en décembre ou qu'il ait lieu en juillet, le fait de ce qu'il faut faire devra être acté. Après, encore une fois, l'amélioration de la situation sanitaire, notamment à partir de demain, est-ce que c'est propice justement à relancer l'action de modernisation du pays par le chef de l'État? Il doit reprendre son costume, justement, de président réformateur. Cette dernière année de mandat doit être utile. Il faut éviter l'immobilisme. Mais de toute façon, la première chose à faire, c'est dépenser l'argent du plan de relance, habilement, sur des secteurs d'avenir. Pour l'instant, c'est 30 ou 40% qui ont été deuxièmement, la réforme de la engagés. haute fonction publique n'est pas un acte négligeable et qui prouve que Emmanuel Macron continue à réformer. Troisièmement, avec le calendrier parlementaire tel qu'il est, on ne va pas pouvoir faire des choses immenses. Mais il faut montrer une forme de cohérence, je veux dire. Macron a été élu pour faire des choses, il en a réussi certaines, il en a raté d'autres. Il ne va pas mettre sac à terre en disant je fais la pause, je prends mon inspiration pour pouvoir faire les choses dans un an. Il a bien géré cette crise sanitaire parce que si on fait le bilan, il y a évidemment d'un côté on peut dire il y a le fiasco des masques, etc. Mais il y a quand même aussi le fait que le chômage n'a pas explosé, qu'on n'a pas eu la vague d'effet qu'on nous a promis. Je pense que la crise a été extrêmement bien gérée par tous les pays occidentaux. Malgré les fiascos sur les masques, les tests tous les pays occidentaux. Ouais. Si, en 1930, les pays occidentaux avaient fait, les banques centrales et les gouvernements, ce qui a été fait, au moment d'une crise dont on pensait qu'elle avait la même ampleur, il n'y aurait pas eu Hitler. Donc, on a fait les dépenses budgétaires qu'il fallait faire. On a fait la création monétaire qu'il fallait faire. Donc, économiquement, le monde occidental, les banques ont su acheminer l'argent. Les PGE, à l'échelle française, ont très bien fonctionné. Donc, la crise, économiquement, a été bien gérée. Sur le plan sanitaire, évidemment, il y a eu des ratés, c'est une évidence, mais dans certains pays, chacun a eu d'une certaine manière ses propres cicatrices. Regardez l'Angleterre. L'Angleterre a bien vacciné, mais a été avant un désastre absolu. La France vaccine plutôt bien après avoir connu des péripéties. Donc la crise a été bien gérée, je crois, mais elle a été bien gérée pas seulement en France. Elle a été bien gérée, regardez, le Portugal a été un pays exemplaire. L'Italie de Mario Draghi s'est mise en mouvement très rapidement. L'Allemagne, après avoir été très bon élève, a été un mauvais élève. Quand on sera sur la ligne d'arrivée, on verra que tous les pays riches ont avancé du même pas. Ouais. Cette ligne d'arrivée, on ne sait pas où est-ce qu'elle sera, parce qu'il n'y a pas de certitude, même si on note que cette campagne de vaccination accélère, monte en puissance et que les Européens ont largement rattrapé leur retard à l'allumage. On ne sait pas, avec encore une fois le vaccin, c'est le Delta maintenant, le vaccin indien, le variant indien, c'est le variant Delta. On ne sait pas. Il n'y a qu'une seule réponse. Il faudra bien arriver à le dire. Ce n'est pas vacciner. C'est rendre la vaccination obligatoire. Je suis effaré que dans aucun pays, on mette cette chose sur le tapis. Chacun sait que les vaccins fonctionnent, y compris AstraZeneca. Le seul problème, c'est que 20 ou 30% de la population ne se vaccine pas. Alors, on vaccine, 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants. Je connais l'argument qui consiste à dire « Ah oui, mais sur les enfants, ce n'est pas les adultes ». Ça ne veut rien dire. Juridiquement, l'obligation, elle n'est pas sur les enfants, puisque les enfants ne sont pas un être juridique. Elle est sur leurs parents. Donc les parents qui ont l'obligation de donner 11 vaccins à leurs enfants ne pourraient pas recevoir la propre obligation les concernant de se vacciner. Vous verrez que le sujet va arriver dans tous les pays et qu'on ne sera obligé d'en passer par là pour se débarrasser définitivement de cette pandémie. Ça vous choque, vous, qu'on vous dise que la vaccination est obligatoire? Parce que moi, j'ai fait déjà un premier... non, mais d'accord, mais ça vous choque intellectuellement? Si c'est pour éradiquer, mais il faut faire un référendum dans ces cas là-dessus. Mais pourquoi un référendum? Le Parlement est là pour voter la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de populisme ambiant? Il faut demander aux Français par référendum si on doit les vacciner. Et alors, il n'y a plus de représentation parlementaire, il n'y a plus de pouvoir exécutif. On aurait quoi comme vote si on avait un vote parlementaire?
Mais évidemment que ça passerait. Ouais. Enfin, j'ose espérer quand même que le Parlement est d'un niveau de maturité suffisant. Mais qu'on fasse un sujet de ça, c'est ahurissant. Mais partout. Voilà, mais c'est une espèce de pusillanimité, mais vous verrez, elle ne durera pas. S'il y a une 4e vague à l'automne, ce qui, si on fait la fête sérieusement, peut arriver, eh bien vous verrez que la vaccination deviendra obligatoire partout dans les pays occidentaux. Une nouvelle fois la France mise sous cloche et d'autres pays mis sous cloche à l'automne ou cet hiver? On vaccinera. Vous verrez, je vous fais le pari que si la menace d'un confinement réapparaît, la vaccination obligatoire apparaîtra encore plus vite. Bon, d'ici là, il y aura des élections, notamment les élections régionales. Et je sais bien que, je crois savoir que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron soit réélu. Mais en attendant, le parti du président se dirige vers manifestement une assez lourde défaite au régional. Je suis en total désaccord avec je l'ai dit publiquement, avec la stratégie. J'ai pas encore posé ma question. Régionale, qu'est-ce que suit le président? Il nationalise les élections, il envoie 10 ministres. Attendez, je vais vous dire ma position. Allez. Je pense qu'Emmanuel Macron aurait dû faire une chose tout à fait différente, dire je suis au-dessus des partis. Cette élection ne me concerne pas. Et les gens qui se réclament de moi font des accords locaux tels qu'ils les ressentent. Alors ça voulait dire à Marseille ou Paris. Non, il y a un petit côté tambouille politique. C'est pas tambouille politique. Je veux dire, En Marche, ça n'existe pas. C'est une organisation gazeuse. Ça n'est pas un parti. Vous l'avez dit au président? Oui, je lui ai dit. Ce que je lui dis privativement, je ne vous le dirai pas, mais je l'ai même dit publiquement de la manière la plus nette. Je pense que c'est une énorme erreur politique. Je trouve qu'envoyer des carterons de ministres, dont on s'aperçoit que ça ne déplace pas 0,1% des voix. Ça fait passer de 8% des intentions de vote à plus de 10, qui permet de c'est ce qui peut arriver de pire, parce que quelle va être la décision? Qu'est-ce qui va se passer dans les Hauts-de-France si En Marche dépasse 10%? Le choix, ça sera se maintenir au risque de faire perdre Xavier Bertrand et de faire gagner le Front National, parce que je dis toujours le Front National, ou... Il n'aurait fait pas Xavier Bertrand, c'était l'objectif, faire perdre Mais c'est absurde, mais c'est plus qu'absurde. Il a peur de Bertrand? Ou d'un candidat de la droite, d'ailleurs. L'idée de donner au Front National, la région Hauts-de-France, tout ça pour faire un croc en jambe à Xavier Bertrand, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'il passera. Mais donc, en réalité, il pourra dire, vous voyez, nonobstant les manœuvres d'En Marche, je suis très au-dessus, je suis passé. Donc c'est vraiment contre-productif. Je trouve que c'est une stratégie... Qui l'a conseillé? Mais qui lui a conseillé cette stratégie? J'en sais rien. Écoutez, il en est responsable, en tout cas. Mais j'ose espérer qu'elle ne pèsera pas trop lourd et qu'elle ne perdra pas ses chances politiques ultérieures. Oui. Bon, après... Le danger pour Emmanuel Macron peut venir de la droite aussi, ça vous l'avez noté dans le cadre de la présidentielle. Quand on voit les tests, les sondages, on voit bien que le meilleur rempart face à Marine Le Pen, c'est un candidat de droite. Mais vous mettez le doigt sur le seul vrai problème d'Emmanuel Macron. C'est que si le candidat ou la candidate de droite apparaissent comme un meilleur rempart face à Marine Le Pen, ça déplacera des voix au premier tour. Et des voix qui quitteraient Macron ne sont pas des voix qui vont aller aux insoumis. Elles iront sur le candidat de droite. Le problème de la droite, c'est qu'il faudrait qu'elle ait un ou une candidate unique. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est parce que, pour l'instant, je ne sais vraiment pas comment ils vont faire. Mais sinon, vous avez mis le point. Et c'est d'ailleurs très intéressant, ces sondages. Ça veut dire que les gens de gauche, au fond, c'est un vote chiracien, comme ils l'ont fait vis-à-vis de Chirac, leur coûte moins qu'un vote macroniste. C'est assez étrange, mais si ça se confirme de mois en mois, c'est un fait politique lourd. Ouais. Après, celle qui peut s'en sortir sans les voix d'Emmanuel Macron, en tout cas ceux qui ont voté pour En Marche, c'est Valérie Pécresse. Autant peut-être que Xavier Bertrand a besoin des voix encore des électeurs macroniens, autant Valérie Pécresse peut l'emporter. C'est peut-être elle, même si c'est pour l'instant dans les intentions de vote Xavier Bertrand qui est plus haut, mais c'est peut-être elle, finalement, la candidate qui pourrait de droite. Moi, j'ai dit de manière très claire que, parisien comme je le suis, je voterai pour elle, parce qu'elle a bien géré cette région, qu'elle appartient à l'espace pro-européen raisonnable, et qu'évidemment, c'est une femme politique qui a un grand avenir, mais chacun le sait. Et puis, être une femme en politique efface des décennies de handicap en devenant aussi un avantage. Ouais. Après, est-ce qu'on peut dire, encore une fois sans trop s'avancer, qu'un échec au régional, notamment en Hauts-de-France et en PACA pour le président, ça plie ou pas du tout l'élection présidentielle? Vous me dites ça parce que j'ai dit ça dans un entretien. S'il y a PACA, ça a malheureusement l'air d'être fait.
Mais enfin, ils s'y sont pris d'une manière qui explique cette sanction. S'il y a les Hauts-de-France, c'est un acte politique, c'est un événement politique terrible. Terrible. Qui compromet la présidentielle? Tout événement politique la complique fortement. Mais en plus, ça aurait pu être évité, c'est ça qui est rageant. C'est tellement rageant. Pourquoi avoir mis les mains là-dedans? Pourquoi? Bon, en tout cas, là, aujourd'hui, enfin demain, il y a on finit là-dessus, de nouvelles restrictions qui seront assouplies, couvre-feu à 23h, on peut pouvoir sortir, des jauges plus souples. Voilà, le rebond, et c'est ça, on va finir sur une note positive, le rebond, enfin, on y a du rebond économique, il va être puissant selon vous. Mais le rebond économique est puissant, l'air est allègre, et on a tous l'air de bonne humeur. Il se passe quelque chose. Voilà, on va en profiter. Merci d'avoir été avec nous. Alain Minc, donc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. À bientôt.